Bonjour, c'est Crypto et j'espère que vous allez bien. On va parler aujourd'hui de pourquoi Bitcoin résiste autant, pourquoi Bitcoin est solide, pourquoi actuellement il est en train de surperformer le Nasdaq dans une crise. Est-ce que c'est le signe que Bitcoin est en train de devenir une réserve de valeur? Pas forcément, mais par contre c'est le signe qu'il y a des achats qui sont effectués, des achats qu'on ne peut pas forcément voir si on ne regarde pas on-chain, et c'est ce que l'on va regarder ensemble aujourd'hui. Je vais vous montrer que cette résilience vient du bottom qu'on est en train de poser, je pense qu'il n'est pas encore définitif, mais surtout on voit ici l'intégration de Bitcoin dans des gros wallets. On voit actuellement Bitcoin qui est acheté on-chain sur des wallets très particuliers, des whales majoritairement, et je vais vous expliquer comment faire cette même analyse vous-même. Mais avant de commencer, je vous rappelle que vous avez la possibilité de rejoindre la communauté privée gratuite qui est disponible en commentaire et en description, à savoir que je vais faire des lives toutes les semaines sur des portefeuilles. Vous pouvez vous faire analyser votre propre portefeuille directement en live. Si vous le souhaitez, c'est en commentaire en description pour vous inscrire, pour déposer votre portefeuille. Mais avant tout, vous devez être dans la communauté privée. Vous allez avoir des lives, la formation, des articles, du contenu, bref, tout pour pouvoir progresser. Et c'est en commentaire en description. Et nous, on attaque tout de suite notre analyse. Alors, je pense que vous le savez, voilà, on a eu une grosse correction sur le BTC, c'est une chose, ok. On est en train ici d'avoir un BTC qui est plutôt résilient en ce moment, c'est-à-dire que quand on compare le Nasdaq qui est globalement en chute libre et le S&P 500, on a un BTC qui proportionnellement tient très bien les 80 000 $. Est-ce que ça veut dire pour autant que Bitcoin est devenu la réserve de valeur? Non, mais par contre, elle est en train d'avancer dans cette notion de résilience, dans le fait que Bitcoin a sa propre place maintenant, en dehors des crypto-monnaies, ou dans les crypto-monnaies, mais à part. Je pense qu'il est important de dissocier les deux. Bitcoin est en train d'avoir sa propre particularité, et on le voit encore plus dans ces derniers jours, où l'incertitude générale par rapport à la macroéconomie pèse énormément. Bitcoin est résilient, et ça, pour le prouver, c'est simple, il suffit d'aller comparer BTC USDT sur le Nasdaq, et là, ça nous donne ce type de graphique. Plus ça monte, plus on voit une résilience de Bitcoin. Et depuis quand ça commence à monter? Le 10 mars 2025, à partir du moment où on a eu justement une accélération baissière au niveau du Nasdaq, une augmentation de l'incertitude. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que cette énorme bougie ici du 3 mars, en fait, elle s'annule par la bougie précédente. Ça sous-entend qu'on tient bien. Historiquement, et ça c'est important de le comprendre, BTC était très lié au Nasdaq, notamment à la chute. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque Nasdaq chutait, on avait un BTC qui chutait, et qui chutait encore plus, jusqu'à 2 fois plus, voire 3 fois plus. Et le problème, c'est lorsque le Nasdaq remontait, on n'avait pas de continuité de corrélation. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que nous, on faisait peut-être du surplace, et le Nasdaq s'envolait. C'est quelque chose que l'on voit par exemple ici, dans cette zone-là, où on voit très bien une chute très forte de la corrélation et de la surperformance de BTC qui devenait une sous-performance, parce que BTC restait dans sa zone et Nasdaq décollait. Et là, ce qui est intéressant de voir, c'est que nous, on maintient notre zone pendant que le Nasdaq est en train de corriger. Et maintenant, il va falloir se poser la question de pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe concrètement par rapport à ça. Alors là-dessus, il y a plusieurs choses à prendre en considération. Pour moi, la première, ça va être, concrètement, ce qui est en train de se passer au niveau de BTC. On a le prix, ok, c'est une chose. Le prix en lui-même est plutôt flat quand on regarde, on pourrait même considérer qu'on s'ennuie. C'est une vérité, mais la réalité, c'est qu'il se passe pas mal de choses, notamment le hash rate, qui est la difficulté du réseau de Bitcoin, ne fait que continuer à monter. Ça veut dire qu'on continue toujours à avoir des industries qui achètent des mineurs de Bitcoin et qui les mettent sur le réseau petit à petit. Donc ça veut dire qu'il est toujours rentable de miner. Et aussi, ça sous-entend que là, on a toujours des investissements lourds, parce que l'industrie du minage de Bitcoin, c'est pas avec 2 € qu'on est capable de pouvoir rentrer sur le marché. Surtout pour influencer le hash rate comme ça veut dire qu'on a des investissements lourds qui sont effectués. Et ça, c'est déjà un très bon signe sur la continuité haussière justement de BTC. Deuxième chose qui est très important, ça va être le volume on-chain au niveau des exchanges, principalement basé sur le volume USD. Ce qui est intéressant de voir, c'est que quand on regarde la partie ici, qui représente dans ces petites lignes bleues le volume en lui-même, et on voit bien qu'on se retrouve dans des zones de volume à peu près identiques à ce qu'on a pu connaître en juin, juillet, août et septembre 2024, au moment où on avait eu un prix de BTC qui était en train de chuter. Alors sauf que là, quand on regarde cette période-là et qu'on la compare à la période actuelle, il y a quelque chose de très différent.
la chose la plus importante à noter, c'est qu'on avait une macroéconomie qui était beaucoup plus bullish, et qu'on avait un BTC qui était en sous-performance par rapport au Nasdaq. Alors que là, on est dans une situation inverse, une macroéconomie pleine d'incertitudes, et à côté, un BTC qui est beaucoup plus résilient. Là-dessus, vous allez me dire, c'est peut-être même plus risqué. Et bien ça, pour y répondre, il va falloir regarder le comportement des whales. Ceux qui accumulent, ceux qui ont un montant très important en BTC ou en dollars, et ça, on peut le traquer directement on-chain. Pour ça, il va falloir regarder déjà les petites whales en elles-mêmes, celles qui ont à peu près 10 BTC. Et là, on voit que c'est plutôt flat, mais il n'y a pas de chute, il n'y a pas de baisse vraiment réelle. On voit qu'on a eu une petite augmentation avec notamment l'arrivée de Bitcoin dans les 100 000 $, puis ensuite une stagnation et une petite respiration à la baisse. Là-dessus, il y a deux moyens de faire baisser ce taux-là. La première, ça va être la représentation ici d'adresses qui vont diminuer le nombre de Bitcoin, donc qui vont prendre des profits, ou a contrario, ceux qui vont acheter du BTC. Et pour ça, on va aller comparer d'autres adresses avec ici ceux qui détiennent plus de 100 BTC. Et là, c'est très très intéressant. Vous allez voir qu'on a une explosion totale à partir du moment où on a eu ici l'élection de Donald Trump. Ça veut dire que beaucoup d'adresses ont accumulé beaucoup de BTC, cas plus de 100, et ça veut dire qu'on a vraiment eu une explosion, quelque chose qu'on n'avait pas connu depuis très très longtemps, en atteignant maintenant des niveaux très conséquents, et quand on regarde, il n'y a pas de baisse. Actuellement, quand on se concentre vraiment sur cette petite partie ici, on voit très très bien que le montant lui-même est limite inversé, c'est-à-dire qu'on a ici une accélération haussière qui est en train de se faire, alors que le cours de BTC est en train de chuter. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? C'est-à-dire que ici, nous avons bien des achats de whales qui sont en train de se placer. Ce qui peut expliquer principalement un cours qui tient la route et qui est beaucoup plus résilient. Ça veut dire que oui, il y a eu à un moment donné une baisse de prix par rapport à des liquidations, par rapport à un mouvement de prix, par rapport aussi aux finances institutionnelles qui sont passées par les ETF et forcément qui ont leur propre gestion de risque. Et il est logique que dans l'incertitude, on diminue son risque, mais quand on regarde on-chain, ceux qui achètent majoritairement du BTC, on voit qu'ils accumulent. Ils ne sont pas dans une phase de distribution, ils sont dans une phase d'accumulation. Je pense que le plus notable, ça va être ceux qui dépassent les 1000 BTC. Et là, on parle vraiment de très très grosses whales. On voit qu'on a eu une grosse période ici d'accumulation sur l'accélération haussière sur l'année dernière, une phase de temporisation, et on voit qu'on a reposé un bottom sur la phase ici de top, qui représente encore une fois ce que l'on a vu sur 2024, et là on est en train de réaccélérer. Au moment où on a un cours qui baisse, depuis globalement le 3 mars, encore une fois vous retenez cette date-là, elle revient assez fréquemment, le 3 mars on voit une accélération au niveau des achats de BTC. Ça veut dire que nous avons les très très grosses whales, plus de 1000 BTC dans les portefeuilles, qui accumulent petit à petit. Et on retrouve des niveaux qui sont identiques ici à la zone qu'on a connue en 2024. Donc pour moi, ça reste très positif, et ça explique grandement pourquoi nous avons un BTC qui tient plutôt bien, voire même très bien par rapport au Nasdaq. Je vous remets ici la représentation BTC sur Nasdaq, et je vous remets le prix actuel. Quand on regarde la consolidation qu'on a par rapport à la pression macroéconomique, il faut bien comprendre qu'il se passe des choses. Là-dessus, il y a deux éléments à prendre en considération, en plus de tout ce que je vous ai dit. La première, c'est l'état du volume. Ça, c'est très simple. Si vous voulez rajouter le volume, vous ouvrez vos indicateurs, vous tapez volume, vous allez avoir ici les volumes, et on voit les volumes qui sont en baisse majoritairement. J'ai pris Binance pour que ce soit beaucoup plus simple, mais on a sur la majorité des exchanges une baisse drastique du volume. Ça veut dire une baisse de l'intérêt. Et quand on a un achat par les whales qui est effectué, plus une baisse du volume, plus à côté un désintérêt total, c'est généralement quelque chose qui est proche du bottom. Donc c'est quelque chose qui me montre aussi pourquoi on est si résilient que ça. Et l'autre point qui est important, qui est le dernier, qui est le fait qu'on ait une baisse aussi du volume au niveau des perpétuels. Ça veut dire principalement que déjà depuis un certain temps, nous avons une baisse réellement au niveau de l'open interest. L'open interest, c'est la représentation, voilà, vous la voyez bien la baisse ici, c'est l'image des leviers ouverts. Plus ça baisse, moins il y a de leviers. Et ça c'est très important, ça veut dire qu'il y a de moins en moins d'achats en perpétuel, et ça veut dire aussi que le cours n'est pas maintenu par des longues qui sont effectuées sur des futurs et qui peuvent se faire liquider, ou ça coûte très cher de les maintenir ouverts,
Là, c'est des achats qui sont majoritairement spot, et ça, c'est positif. Et je pense que le plus important, ça va être de se rappeler une phrase qui est toujours la plus importante. C'est lorsque plus personne s'intéresse, c'est lorsque il y a eu la capitulation, c'est lorsque la peur a fait capituler la majorité des personnes, qu'il est intéressant de regarder qui achète à ce moment-là. Et je pense que là, nous sommes dans une zone où en effet, ça achète énormément. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on a posé directement le bottom. C'est quelque chose qui peut avoir une temporalité plus longue. Ça peut être une accumulation long terme, sur plusieurs semaines, plusieurs mois, pourquoi pas, avec des hauts et des bas. Et je pense que ça influera très peu les achats qui sont effectués par les whales, parce que les whales ne sont pas là pour essayer de faire du court terme, ils sont là pour faire du long terme. Ça sous-entend qu'il y a un pricing qui est effectué sur Bitcoin, majoritairement, et ça montre aussi que Bitcoin est en train d'évoluer. Je vous l'ai dit et redit, Bitcoin fait partie des réserves et des fonds d'investissement qui sont poussés par des géants tels que BlackRock, qui préconisent maintenant d'avoir entre 1 et 2% de Bitcoin. Malheureusement, pas encore de crypto, mais déjà Bitcoin, c'est un grand pas. La crypto arrivera certainement par la suite, comme ça a été le cas au début de la création des cryptos. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas et que vous voulez me soutenir, c'est très simple, likez, partagez et surtout abonnez-vous. Et nous, on se retrouve demain pour la quotidienne.